ce soit ouvert, c'est pas forcément un problème dès lors que la voie ferrée est opérationnelle pour des animations ferroviaires régulières, complémentaires à l'ouverture au public. Nous, on considère que la petite ceinture, ça ne doit pas se résumer à une promenade et au bout de la promenade, une gare avec un restaurant. On est favorable à ce que la petite ceinture vive, que les bâtiments, les gares, comme la recyclerie ou le hasard ludique ou le pont de Flandre soient ouverts au public dans des lieux autres que ferroviaires. Notre objectif, effectivement, c'est que après 2025, en 2030, plus tard, long terme, c'est que cette ligne puisse resservir aux Parisiens, aux Franciliens, pour être transportée rapidement, efficacement, en plus du tramway des Maréchaux. Et lors que les conditions économiques, politiques et financières seront réunies, il n'y a pas de boulon dans l'une des villes les plus denses au monde, tous ces systèmes de transport se complètent, ils ont leur intérêt, leur définition. La petite ceinture, c'est du transport rapide à l'échelle régionale, donc qui peut servir et aux banlieusards et aux Parisiens. La condition sine qua non des aménagements faits depuis 2006 sur la petite ceinture, c'est que les aménagements réalisés soient réversibles. Les gens qui sont installés sur la petite ceinture savent pertinemment bien qu'ils sont installés à titre précaire et irrévocable à tout moment. Les gens ne sont pas pris en traître s'il y a un transport qui doit revenir demain sur la petite ceinture de façon régulière. Ils le savent, ils ont signé la convention d'occupation temporaire. Alors, ces utilisateurs n'intègrent pas les usagers des gares, des bâtiments voyageurs, comme la recyclerie, le hasard ludique, le pont de Flandre. Eux, ils ont acheté les gares, et ces gares resteront des restaurants, des lieux culturels. Je pense que le premier lieu de rassemblement aujourd'hui sur la petite ceinture, c'est pas tant la voie ferrée, mais c'est surtout les gares qui reprennent peu à peu vie. Et ces gares qui reprennent peu à peu vie sont très fréquentées. Il n'y a qu'à voir la recyclerie, vous passez un vendredi soir, un samedi après-midi, c'est noir de monde. Donc pour moi, le lieu fédérateur, sont d'abord les gares. Donc les gares, pas trop d'inquiétude, elles resteront restaurants, salles de concert, de spectacle, que sais-je. Il n'y aura aucun retour ferroviaire, d'usage ferroviaire dans ces gares. Après, les voies ferrées, effectivement, il y a ce côté un peu underground, un peu interdit. Effectivement, tout a une fin, je dirais. Mais il faut effectivement que cet aspect un peu insolite soit maintenu. S'il y a une réouverture au trafic, il ne faut pas que ça s'arrête. On ouvre à 5h30, on ferme à minuit, et puis c'est tout. Il ne faut pas que ce soit qu'une simple ligne de transport. Il faut aussi qu'il y ait des lieux de vie autour de cette ligne de transport. Donc ça peut être sur les quais, dans les gares, de l'animation musicale. Si vous ouvrez la petite ceinture au public, toute la biodiversité elle saute, puisqu'il y a des gens qui piétinent en masse les espèces plus ou moins rares qu'on trouve sur la ligne. Les lézards qui sont sur la ligne, ils disparaissent, ils n'aiment pas trop la fréquentation. Pour accéder à la ligne dans le 15e, on a abattu 47 arbres, donc la biodiversité ça commence mal quand on veut l'ouvrir au public. Vous avez aujourd'hui des lignes de chemin de fer en Ile-de-France qui sont des corridors de biodiversité. Je pense au réseau Saint-Lazare de Paris-Saint-Lazare, donc à Saint-Laurent-la-Bretèche et Versailles-Rive-Droite. Tout le tramway T2 entre la Défense et ici les Moulineaux. Donc ce sont des espaces où la nature, les espèces animales sont, je dirais, un peu isolées du monde humain. C'est un transport écologique, ce qui serait électrique. Et puis toute cette faune et cette flore, ne serait pas forcément dérangée. Au contraire, elle serait à l'abri de l'homme. Le Grand Paris, quand il sera mis en service à partir de 2022, 2024, 2025, il va changer la donne en termes de transport et il va redéfinir les flux de déplacement. On verra à partir de là si la petite ceinture a son intérêt, si le Grand Paris a réellement son rôle dit et annoncé par les pouvoirs publics de désaturation du réseau existant. La petite ceinture, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une ligne connectée au réseau ferré national. Elle est dans le réseau ferré national, mais ce n'est pas une ligne isolée. On peut toujours imaginer que cette ligne soit prolongée vers la banlieue. Je pense par exemple dans tout le secteur des docks de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, auquel il y a une ligne de fret qui existe aujourd'hui, qui est faiblement utilisée, mais qui a le mérite d'être existante. On pourrait très bien imaginer que cette petite ceinture forme une ligne qui aille jusqu'au dock de Saint-Ouen.
les lignes de banlieue de Transilien ne sont pas obligées de faire terminus à Saint-Lazare, elles peuvent passer par la petite ceinture. C'est des choses qui peuvent s'imaginer, s'engager. On doit faire des raccordements valables avec des quais, des correspondances sur le réseau Saint-Lazare. Effectivement, ça a un coût, c'est une réorganisation du trafic. Après, le Grand Paris, il y a un coût. Il y a des gares qui vont être totalement métamorphosées pour le Grand Paris. Ça se fait. Quand il y a de la volonté, tout se fait. Nous, le coût financier n'est pas forcément un obstacle. Quand on fait une nouvelle ligne de transport, on se dit ça fonctionne globalement souvent très bien, en tout cas sur du réseau urbain. Prenez les tramways, on a supprimé les tramways, on les a remis, et quand on les a remis, mais pourquoi est-ce qu'on les a pas remis plus tôt? Et ça fonctionne très bien. Donc la petite ceinture, oui, ça fera partie des habitudes nouvelles que les gens prendront, ça n'y a pas trop d'inquiétude.